Bonsoir, madame, monsieur. Ça y est, finalement, le staff affiche complet des Lions Indomptables et puis le stage a bel et bien démarré du côté de Nairobi. Depuis ce soir, les Lions ont pris la route des îles Comores pour disputer leur rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle d'un staff d'environ de 15 personnes et du coup, ça crée la polémique au sein de l'opinion publique. 15 personnes pour un staff de l'équipe nationale, c'est trop. D'autres estiment que ce n'est pas assez. Est-ce que les responsables récemment nommés au sein du staff technique des Lions Indomptables sont-ils à leur place? Nous allons essayer de passer au crible les différents postes à ce staff des Lions Indomptables. Et puis on parlera également en seconde partie de la Coupe d'Afrique des Nations avec une autre sortie. On dira une sortie de trop du président de la Confédération africaine de football, Hamad Hamad, qui estime que le Cameroun ne pourra pas être prêt pour abriter cette grande messe de football en 2019. Que cache le retournement ou les agissements de Hamad Hamad, le président de la Confédération africaine de football? On tentera d'apporter quelques éléments de réponse tout au long de ce programme. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Les invités triés sur le volet des journalistes, des anciennes gloires et puis des chroniqueurs, analystes sportifs nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau pour décrypter l'actualité. On commence par notre ami Raoul, journaliste. Raoul, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison. C'est la première fois à Cœur du Sport sur ce plateau. Merci de l'honneur que vous faites de venir sur ce plateau. C'est un devoir, comme j'ai l'habitude de le dire. Notre consultant permanent, Coris Kouyaté, est également avec nous. Coris, bonsoir, bienvenue. Eh bien, bonsoir Bouba, bonsoir à nos millions de téléspectateurs répartis à travers le monde. Avec nous également Serge Pensi. Serge, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba et bonsoir à tout le monde. Merci de l'honneur que vous me faites de venir sur ce plateau. Lui, c'est une figure emblématique au Cameroun, habitué des plateaux de Canal 2 international. C'est le coach Eugène Keke, ancienne gloire, entraîneur de football. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite au pas de course, on va sans transition prendre la première articulation de ce programme consacré à la synthèse actualité de la semaine. Ils sont déjà connus, les finalistes de la prochaine Coupe du Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun de football. Il s'agit de Lyon blessé et puis de Edine, une équipe de la région du centre, équipe D1. Coris Kouyaté, une particularité pour ces deux clubs, c'est la première fois quand même que ces deux clubs arrivent à ce niveau de la compétition. Ben, évidemment, c'est la première fois, c'est deux jeunes équipes. Quand on parle du football au Cameroun, Edine Sport de la Ligue, c'est une équipe qui a à peine, je crois, 5 ou 6 ans d'existence, même si c'est l'équipe championne en titre au Cameroun. Lyon Boulé, c'est de Foutounio également, c'est une jeune équipe. Mais je crois la particularité dans cette Coupe du Cameroun cette année, c'est qu'on a retrouvé quand même en demi-finale pratiquement 3 clubs de deuxième division. Parce que si on s'en tient aux résultats sportifs, Unisport du Oncam est relégué en deuxième division, du moins était relégué en deuxième division. On a quand même retrouvé Unisport, on a retrouvé Panthère, on a retrouvé cette équipe de Lyon blessée. Donc, pour un profane, il va vous dire certainement c'est une surprise. Parce que si vous posez la question à l'homme de la rue, quelles sont les meilleures équipes camerounaises de la saison 2017-2018, il vous dira certainement Coton Sport de Garoua, UMS de Loum, Bamboutos, qui sont bien sûr les 3 premières équipes de notre championnat. Coton Sport qui a été éliminé d'ailleurs par Edine. Voilà, ou encore il pourra vous prendre peut-être les 3 meilleures équipes en deuxième division, qui sont PWD de Bamenda, je crois, Avion du Cam et Tonnerre Kalara Club. Mais en observateur averti que nous sommes, on ne va pas parler de surprise parce que Dame Coupe arrive toujours évidemment avec des situations pareilles. Parce qu'il faut dire que contrairement au championnat qui se prépare sur une saison, n'est-ce pas, la Coupe se joue généralement match après match. Ça veut dire en championnat, vous pouvez très mal débuter, vous pouvez perdre vos 3-4 premiers matchs du championnat et sortir champion. Mais en Coupe, c'est match après match. Et lorsque vous loupez un match, tout de suite, vous êtes éliminé.
Donc, et ce n'est pas une particularité camerounaise, parce qu'il faut dire, cette situation, ça arrive généralement partout. Vous vous rappelez de Quevilly, une équipe de, je crois, 4e division qui est arrivée en finale de Coupe de France en 2012 avec contre Marseille. Vous vous rappelez pas plus tard que hier, n'est-ce pas, au mois de mai 2018, on a quand même vu une équipe appelée les Herbiers qui luttait, n'est-ce pas, pour la relégation en 3e division en nationale, qui a quand même tenu tête, n'est-ce pas, au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Donc, c'est ça la coupe, c'est ça le charme, n'est-ce pas, de la coupe, parce que ça regorge généralement toutes les équipes, n'est-ce pas, que vous soyez de la 4e, 5e ou 1re division dans un pays. Coach Jeune Keke, quand on regarde les deux clubs, on se rend compte que ce ne sont pas des équipes de tradition, des équipes populaires telles que Bamboutos. Est-ce qu'on doit craindre pour une finale qui ne sera pas courue? Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, même si la Dame Coupe a cette particularité, qu'elle réserve des surprises, mais toujours à la fin, il y a quand même un ténor. Même les exemples qui ont été cités, Marseille est une grande équipe, Paris Saint-Germain est une grande équipe. Et c'est vrai que cela va poser un problème. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier cas, quand on a vu la présence de Panthère, on a vu la présence du Sport, on se disait au moins qu'un de ces deux, parce que ce sont des clubs populaires, ce sont des clubs qui remplissent ce stade. Et puis, c'est arrivé, je dirais, cette finale ne reflète pas vraiment la saison. Parce que quand on voit Eding a connu une saison très très difficile, alors que Eding avait fait une très très bonne saison, on pensait même que Eding allait continuer dans sa politique sportive qui paraissait ambitieuse et qui a très très vite porté des fruits, parce que le football camerounais a besoin de renouvellement. Les grands clubs mythiques sont, je dirais pas en voie de disparition, mais sont en difficulté. Et il fallait des clubs émergents qui s'imposent de manière durable, parce que c'est bien d'arriver en haut, le plus important c'est de durer. Et là pour le moment, les clubs émergents ne durent pas. Et vraiment moi j'avais cru en Eding, mais la façon dont Eding s'est écroulé, la saison qui vient de se passer, m'a étonné. Bon, il se rattrape bien. Il se rattrape bien parce si jamais il négocie bien sa finale, il peut se retrouver de nouveau africain, avec l'expérience malheureuse de l'année dernière. Mais c'est vrai que ça pose un problème. Parce que ce ne sont pas des clubs populaires. Donc il faudrait que au niveau de l'organisation, on pense à remplir le stade. Et avoir vraiment une politique commerciale qui permette que le stade soit rempli. Parce qu'une finale sans public, elle perd un peu de son sens. C'est pour ça qu'on aime bien les Bamboutos, on aime bien les clubs mythiques, parce qu'effectivement, il y a une atmosphère, il y a une ambiance digne d'une finale. Autre actualité du volley, pendant que sur le plan national, les catégories inférieures affûtent leur âme pour une compétition qui aura lieu le mois prochain du côté du Nigeria, eh bien l'équipe nationale senior, dames et même monsieur également, se trouve du côté de l'Hexagone pour prendre part à une phase finale de Coupe du Monde de volley de leur catégorie. Je vous propose de suivre cet élément d'Aimé Moukoko qui nous parle du programme de préparation en vue des prochains matchs de Coupe du Monde du côté du Japon et même du côté de l'Italie. Coupe du Monde Japon 2018, c'est déjà maintenant avec les Lions indomptables du filet qui disputent le prestigieux tournoi de Montreux en Suisse. Lancé le 4 septembre dernier, ce Master international de volleyball dames compte les meilleures nations de la discipline, tous en préparation du prochain championnat du monde, une parfaite répétition générale avant le 29 septembre, date du début des hostilités au Japon. 2 poules répartissent les 8 équipes majeures de ce master de volleyball. La Chine, numéro 1 sur la ranking list internationale, dans la poule A, avec l'Italie 7e, la Turquie à la 12e position et le pays hôte, la Suisse, moins bien classé à la 45e place. La poule B, dont les matchs ont commencé mardi dernier avec la victoire du Brésil sur son poursuivant, le 4e mondial contre le 5e, 3-7 à 1 pour les Brésiliennes. Puis la Pologne, 22e au classement mondial, derrière le Cameroun, les champions d'Afrique, 18e dans ce palmarès. Après le Cameroun qui commence difficilement sa compétition contre la Russie, un gros morceau,
Ce 5 septembre 2018 suivra le jeudi le duel Cameroun-Pologne à 20h15, puis vendredi le match attendu à 20h15 entre les Brésiliennes et les Lions indomptables du filet, l'un des plus gros morceaux pour le coach Jean-René Akono et ses pouliches pour une qualification au deuxième tour. Vu la mobilisation exceptionnelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique, aux côtés de la Fédération camerounaise de volleyball, pour une minutieuse préparation de cette équipe nationale, le Cameroun peut tirer son épingle du jeu et en sortir au soir du 9 septembre prochain, la tête haute et avec surtout une bonne expérience avant d'aborder la Coupe du Monde à la fin de ce mois. Merci Aimé Moukoko pour ce reportage sur l'équipe nationale dames de volley qui prépare la Coupe du Monde prévue du côté de l'Italie et même du côté, je pense, du Italie et même Portugal. Je crois que c'est bien cela. On va prendre un autre élément qui est consacré au Comité national olympique et sportif du Cameroun. Après la semaine dernière, la visite du président du Comité national olympique du Tchad au Cameroun à son homologue Ahmad Kalkaba Malboum. Eh bien, cette semaine, une autre visite, et c'est celle du président du Comité national olympique et sportif du Libéria, qui a rendu visite au colonel Kalkaba Malboum. Dit-il, il est venu s'imprégner des réalités camerounaises. On écoute ce reportage. Le président du Comité national olympique du Libéria, Philibert Brown, à l'école du savoir au Cameroun. Accompagné du chargé d'affaires du Libéria, il est reçu ce 4 septembre par le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Ahmad Kalkaba Malboum. Ceci est le commencement des grands projets à venir. Les deux institutions ont beaucoup à offrir l'un comme l'autre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut partager en termes de connaissances. Et je pense que j'avais beaucoup à apprendre ici au Cameroun avant de rentrer dans mon pays. Le fonctionnement, les activités et les projets du Comité national olympique et sportif du Cameroun présentés à Philibert Brown dans le cadre d'échanges d'expériences entre le Cameroun et le Libéria. Entre le Cameroun et le Libéria, la relation sportive a toujours existé et elle a un sens. Je crois que c'est dans ce contexte que mon collègue est venu et nous essayons aussi de parler de ce que le mouvement olympique africain peut devenir, quelles sont les nouvelles perspectives, quelles sont les nouvelles stratégies à mettre en œuvre. L'hôte et le chargé d'affaires reçoivent des membres de Kalkaba Malboum, Nepings, en signe de leur amitié. La visite du président du Comité national olympique du Libéria se poursuit ce 5 septembre à la direction de l'organisation du sport militaire en Afrique. Clarence Seedorf n'a jamais été... Avant donc cette visite à l'organisation militaire, et bien juste après, le président du Comité national olympique du Libéria a rendu visite au patron du sport, le ministre des Sports, Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoumpa. Alors, Serge Pensi, la question, je vous la pose. Qu'est-ce qui fait courir les présidents du Comité olympique au Cameroun? La semaine dernière, c'était le Tchadien. Cette semaine, c'est le Libéria. Est-ce une manière pour le colonel Ahmad Kalkaba Malboum d'apporter une réponse à ses détracteurs? Apporter une réponse, je ne pense pas. Mais je pense que si on regarde les différents comités nationaux olympiques en Afrique, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui sont organisés comme celui du Cameroun, avec toutes les institutions à l'intérieur du Comité national olympique. C'est vrai qu'il nous manque un centre d'entraînement de haut niveau, mais au niveau de l'organisation... Qui est un projet qui reste un projet, qui est un projet au Comité national exactement, olympique. qui doit sortir des prochaines années au Cameroun, qui doit être multiplié de président au Cameroun. Mais dans l'organisation d'un Comité national olympique, je crois que beaucoup de pays sont en train de suivre l'exemple du Cameroun. D'ailleurs, le Mali s'est inspiré du Cameroun pour instituer sa chambre de conciliation et d'arbitrage. Le Bénin a fait la même chose. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais de venir au Cameroun apprendre
sur le plan administratif. Maintenant, sur d'autres choses, je crois que il est normal que le président Kakava aussi est en campagne. Donc, il est de bonne guerre, c'est de bonne guerre qu'il invite aussi les gens pour les faire découvrir ce qu'il a réalisé au Cameroun depuis plusieurs années. Donc, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose de venir apprendre chez nous. Si on a la possibilité d'apprendre, ce n'est pas tous les jours qu'on vient apprendre au Cameroun. Hein. Raoul? Ça transparaît un peu un jeu des alliances qui se crée. On sait du moins qu'il sort d'une suspension et il a été réhabilité. Donc, ce balai-là peut traduire ça, qu'il y a des alliances qui se font déjà. L'honneur bafoué a été... Oui, justement, c'est ça que je dis, que ce balai-là, ça pourrait être des alliances qui se constituent déjà pour le renouvellement du prochain exécutif, puisque certains de ces présidents de ces comités ont pris le temps d'examiner le dossier qui avait été mis sur la table. Donc, ils se sont rendus compte à un certain moment qu'il y a eu beaucoup de manquements. Alors, comment envisager des perspectives moins polémiques et puis avoir un comité on ne peut plus serein avec quelqu'un qui a de l'expérience, parce qu'il faut reconnaître qu'il a de l'expérience, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, il a cette expérience, donc c'est un jeu d'alliance qui se forme. Merci Raoul, on en vient maintenant au plat de résistance du jour, la sélection nationale en route pour les îles Comores, longtemps annoncé, le staff qui avait été entre guillemets bloqué par la tutelle a finalement été validé. Eh bien, 15 personnes du staff technique pour les Lions indomptables. D'aucuns estiment que c'est de trop, pour d'autres c'est normal. Je propose de passer au crible ces nominations avec Marc Chouamou. Clarence Seedorf n'a jamais été aussi bien entouré depuis le début de sa jeune carrière d'entraîneur. Le technicien batave s'en souviendra, lui qui vient de se voir doter 3 entraîneurs adjoints en plus de Patrick Kluivert, son ancien coéquipier dans la sélection hollandaise. Dans une note de service signée de Maître Dieudonné Happy avec l'aval du ministre des Sports, le staff technique de l'équipe nationale a été complété. Du précédent staff dirigé par Hugo Broos, seuls le docteur William Gatchou et Alioune Boukar ont survécu au tsunami. L'entraîneur adjoint en charge des gardiens de but, qui revient à peine de son pèlerinage à la Mecque, va rejoindre le groupe dans les prochaines heures aux Comores. Le hic dans ce staff, c'est qu'il y a un trop plein d'adjoints. Clarence Seedorf ayant déjà son adjoint attitré, Patrick Kluivert, à quoi serviront donc Joël Palais et Jean-Alain Boumsong? Selon la note, ces derniers sont décrits comme adjoints numéro 1 et numéro 2. Quelle position occupe donc Patrick Kluivert? Une interrogation qui en appelle plusieurs autres. Et Palais et Boumsong sont-ils les adjoints de l'adjoint Patrick Kluivert ou alors de Seedorf? Quel rôle leur a été attribué? Le flou persiste et ceci semble ravir les dirigeants de la FECAFOOT et de leur tutelle, le ministre des Sports. Dans ce cafouillage, on en vient même à oublier que le staff technique des Lions compte 12 personnes, dont le sélectionneur et 4 adjoints. Le médecin en chef, William Gatchou, Hervé Mbomé, préparateur physique, 2 kinésithérapeutes, Raymond Lancy et Patrick Noubissier, un kid manager, Boubakari. Le très convoité poste de team press officer reste l'apanage de la télévision nationale. Vincent de Paul Atangana cède la place à sa collègue Lucrèce Medou Djemba, au grand désarroi de la presse sportive. L'ex-lion indotable Bill Chateau hérite du poste de team manager. Voilà en gros l'équipe chargée de garder au pays le trophée de la CAN fièrement acquis au Gabon en 2017, tout en espérant que les nombreux adjoints de Seedorf ne vont pas créer des embouteillages comme on en voit tous les jours au Carrefour de Koti à Douala. On l'espère bien, Marc Chouamou, qui ne créeront pas d'embouteillage au carrefour d'Okoti à Douala, étant entendu qu'ils ne sont pas basés à Douala. Peut-être que l'embouteillage va se faire au sein du staff technique. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination longtemps annoncée, puis interrompue, et après finalement rendue publique? Pas très surpris, Bouba, pas très surpris par cette actualité, le timing avec lequel les choses se déroulent. Vous savez que ces noms ont circulé dans les réseaux sociaux. Il y a eu des commentaires, mais ça pose un problème.
le problème de la gestion véritable de l'équipe nationale. Je pense que le décret du 26 septembre 2014 avait essayé un peu de restituer les choses, de les réorganiser. Et ce décret stipule à son article 1 que la gestion administrative, technique et sportive revient à la FECAFOOT. Mais on a vu ces bisbilles entre l'instance fêtière et sa tutelle où des propositions ont été faites et puis ça n'a pas été immédiatement validé. Ça traduit un peu un climat de tension qui existe entre ces deux structures. Mais 15 personnes pour l'équipe nationale du Cameroun, on peut se poser des questions. C'est questionnable ce choix, ce casting. D'abord, on attribue 3 adjoints, en dehors de Patrick Kluivert. Donc, on ne sait pas quel est le rôle de Patrick Kluivert. Aujourd'hui, on a joué les palais, on n'a pas totalement défini les missions. On se dit, ce sont des adjoints. Bon, est-ce qu'il a été consulté, Sidoff, sur le principe? Je pense que c'est comme ça que ça se passe. A-t-il été consulté? A-t-il donné son aval pour que lui soit associé et jouer les palais Boumson et consorts, je ne sais pas. Bon, est-ce que c'est la normalisation qui a décidé et le ministère des Sports? Il se posait la question de savoir que il va bientôt aborder sa première rencontre, son staff n'est pas complet. Aujourd'hui, ce staff est complet, mais il pose un problème d'obésité et peut-être de collusion dans les rôles que doivent jouer les uns et les autres. Alors, Serge Pensi, on revient un peu sur les péripéties qui ont précédé cette validation. D'abord dans les réseaux sociaux, on apprend qu'il y a des propositions et puis par la suite, on se rend compte que ces propositions sont validées à 98%, à quelques exceptions près. Qu'est-ce qui peut expliquer? Est-ce que ça justifie un bras de fer ou un malaise entre la tutelle et le comité de normalisation que d'aucuns disent avoir voulu placer leurs copains aux affaires? Mais je pense que d'abord, avant d'aborder, je crois qu'il y a un problème d'élégance dans la nomination ou dans le recrutement. Je crois que toutes ces actions doivent être discrétionnaires jusqu'au moment où on vous annonce que tel a été recruté ou tel a été nommé à tel poste. Mais au Cameroun, ce n'est pas seulement dans le sport. On assiste, les réseaux sociaux sont le meilleur moyen aujourd'hui pour communiquer. On apprend tous les réseaux sociaux, ce n'est plus une communication horizontale ou verticale où ça vient du haut, on apprend directement du haut que voilà, tel jeune quelqu'un a été nommé à tel, monsieur tel a été nommé à tel. Non, on apprend, on vous envoie d'abord un petit mot sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'à partir de là, ça va un peu partout. On reçoit en fait le feedback des populations, des sympathisants qui sont d'accord pour un, qui ne sont pas d'accord pour l'autre. On se déchire un peu. C'est débattu dans des émissions comme celle-ci. Et après ça, maintenant, on est conscient que, bon, et Jeune Ekeke n'est pas bien accueilli par le public. Alors, dans ce cas, c'est la rue qui gouverne, alors. Oui, on essaye un peu. Oui, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. On envoie un ballon d'essai. Voilà, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que ceux qui ont la charge de choisir, de nommer ou de recruter, n'ont pas les coudées franches. Parce qu'ils ne sont pas arrivés là. Par la méritocratie. C'est une histoire de réseau. Donc, quand vous arrivez là, vous avez quelqu'un qui vous a mis là, c'est lui qui vous dicte, en principe, ce que vous devez faire. Et c'est ça, quand on voit la liste qui apparaît, il y a une certaine proximité d'une catégorie de personnes à une personne. On peut pas, si vous prenez par exemple Bichato, vous prenez Boumson, vous prenez Joël Epalé, vous prenez Beaumervé, oui, pour ne citer que cela, ils sont proches d'une personne, tout le monde sait, ils sont proches d'une icône camerounaise qui
qui pilonnent les choses à la FECAFOOT derrière. Donc, il ne faut pas qu'on se voie les yeux aujourd'hui. Ces personnes-là dirigent le comité de normalisation. On ne veut pas le dire, mais c'est ça. Le maître Api n'a pas les coudées franches de décider et de choisir lui-même qui il veut mettre à l'équipe nationale. Donc c'est ça qui pose le problème. Et quand la loi du sport qu'on a votée, qu'on a promulguée dernièrement, remet le ministre des Sports en jeu. Donc aujourd'hui, le décret est là, mais on sait que la loi au-dessus du décret, le ministre des Sports doit être consulté quand on recrute à l'équipe nationale. C'est pour ça que cette liste est allée au ministère des Sports pour approbation avant de revenir pour que Maître Api la signe. Et quand elle est partie au ministère des Sports, vous savez qu'il y a des noms, certains noms qui ont sauté. Donc tout ça là, c'est une histoire qui n'est pas élégante. Et moi, personnellement, je ne trouve pas qu'on devrait encore être à ce niveau-là. Je voudrais aussi dire un mot sur le nombre pléthorique. Non, moi je ne pense pas que ce soit pléthorique. Je pense qu'aujourd'hui le Cameroun, avec les échecs qu'on a eus, on devrait un peu réfléchir et définir les fonctions des membres du staff au niveau de l'équipe nationale. Parce que vous pouvez regarder tous ces staffs-là, c'est vrai qu'on a mis des entraîneurs adjoints, 4 entraîneurs adjoints, mais je pense que chacun doit avoir sa tâche. Parce que je n'ai pas vu un entraîneur, surtout une personne qui est en charge de la vidéo, qui est aujourd'hui un élément important dans un staff. Il n'y a personne qui est en charge des vidéos. Peut-être qu'un des entraîneurs adjoints est en charge des vidéos, mais ce que je remarque, c'est que Boumson, qui était un grand défenseur, entraîneur adjoint, peut-être qu'il va apporter quelque chose sur le plan défensif. Et Clovert, qui était un grand attaquant, peut-être qu'il apportera aussi quelque chose sur le plan offensif. Et Zedorf, qui était un milieu terrain hors pair, peut-être qu'il apportera aussi. Et je pense que là, on peut voir ça comme ça, mais je ne suis pas dans les secrets de la Fédération camerounaise de football ou les secrets du ministère des Sports. Ça, c'est mon imagination. Alors, coach Eugène, et peut-être je vais revenir à vous tout à l'heure, est-ce que la manière avec laquelle se passent les choses, on va dire de manière vraiment peu orthodoxe, avec ce qui a précédé ces nominations-là, est-ce que cela laisse croire que le comité de normalisation n'a pas les mains libres? Est-ce qu'il y a un gourou derrière qui tire les ficelles pour que les choses se passent de cette manière? Non, en toute sincérité, Bouba, je n'aime pas verser dans ces considérations. Si c'est le cas, vraiment, je laisse libre à ceux qui vont, je ne pense pas que ça aille dans le sens de l'intérêt du Cameroun. C'est pour ça que vraiment je me refuse de faire ces commentaires et de faire allusion à ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une équipe nationale comme la nôtre, aussi prestigieuse qu'elle soit l'objet de ce que vous dites. Bon. Ceci dit, par rapport à... Sur les adjoints maintenant, sur les adjoints, vous qui êtes entraîneur, on voit un entraîneur principal qui a 3 adjoints, mais il y a un premier qui n'est pas adjoint premier, qui est peut-être adjoint 0, parce que pour le cas Kluivert, on ne précise pas exactement qu'il est adjoint numéro 1, parce que l'adjoint numéro 1, c'est bien Joël Epalais, et adjoint numéro 2, c'est Alain Boumson. Kluivert, il fait quoi exactement, vous qui êtes un entraîneur? Comment ça se passe quand vous vous retrouvez dans un staff techniquement? Bon, tout d'abord, je pense qu'il faut dire que le concept du staff technique a énormément évolué. Pas seulement au Cameroun, dans le monde. Il a évolué autant en quantité qu'en qualité. Et quand on parle, là on vient de faire une nomination de 12 personnes, et si on ajoute le coordonnateur, si on ajoute qui se justifie, si on ajoute l'agent de sécurité qui est nécessaire, si on ajoute le chef de délégation pour les problèmes administratifs, on est autour de 15. Et je pense qu'il y a des staffs où on va au-delà. Et il y a même des superviseurs qui s'y ajoutent. Tout à l'heure, Serge a parlé par exemple de l'audiovisuel. C'est très important, l'analyse des matchs. L'entraîneur n'a pas le temps de le faire. Il faut quelqu'un qui prépare les documents et qui fait la synthèse. Et la France, ça a beaucoup apporté à la France. Par exemple, l'équipe de France, le staff était autour de 22. Nous avons entendu, par exemple, en Belgique, on a parlé de Thierry Henry pour s'occuper des attaquants, etc. Donc parfois, ça va au-delà. Tout dépend des besoins de l'entraîneur pour son efficacité. Bon, maintenant, le problème des adjoints. Il y a d'abord une erreur qu'on fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de Kluivert comme adjoint. Il faut plutôt parler du duo Seedorf et Kluivert. Il
faut plutôt parler du duo parce qu'ils pensent qu'ils sont venus en termes de duo, pas en termes d'entraîneur et adjoint. Mais dans le texte, on précise bien que Kluivert est adjoint et que le principal, c'est Seedorf. Ouais, vous me parlez du test, moi je ne vous parle pas du test, moi je vous parle de l'esprit et de comment la chose, de l'approche. Maintenant, il est évident que ce choix n'était pas un choix facile. Parce qu'ils arrivent, il ne s'agit pas de Claude Leroy qui a une grande expérience d'Afrique. Il ne s'agit pas de Gérès qui connaît bien l'Afrique. Mais eux, ils n'ont pas une expérience africaine. Ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas le football camerounais. Ils ont besoin d'être accompagnés. Le temps n'est pas de dire si c'est un bon choix ou pas un bon choix. Maintenant, ils sont là, il faut les accompagner pour qu'ils réussissent. Et pour qu'ils réussissent, ils ont besoin de gens qui les aident. Et je pense que on prend l'exemple de Boumsong. Boumsong a la particularité qu'il a joué avec Kluivert à Newcastle. Donc Kluivert venant dans un monde, dans un environnement qu'il ne connaît pas, dans un pays qu'il ne connaît pas, il s'est peut-être il s'est tapé un ami qui peut l'aider, qui connaît un peu bien mieux le Cameroun. Mais par contre, ils ont besoin je dirais, de l'intégration au niveau local. Parce que sinon, ils vont être dirigés par quelqu'un d'autre. Parce que là, par exemple, nous avons vu ce qui s'est passé avec la première liste. Les allers-retours et les commentaires qui ont suivi. Il aurait fallu, parce que quand ils vont arriver au Cameroun avec toutes nos affaires, nous nous connaissons bien, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien le milieu, qui les aide dans ce sens. Bon, ils ont fait le choix des Palais, qui est un garçon très très gentil. Bon, c'est leur choix. Et c'est la raison pour laquelle ils ont parlé de Boumsong complémentarité psychologique. C'était censé être tout son rôle. Et Palais sera peut-être l'entraîneur adjoint comme au sens classique du terme. Ils ont besoin d'un préparateur physique, il y en a nommé un. Mais là où cela me pose problème, c'est que, vous savez, aujourd'hui, quand que ce soit 15 personnes ou 22 personnes, l'entraîneur est le leader. Parce qu'il faut animer cette équipe. Il y a une vie sociale, il faut donner une cohésion, il faut créer un groupe. Et tous ces gens-là doivent être animés par l'entraîneur. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, généralement, il est associé au choix de ses collaborateurs. Bon, il ne faut pas du tout qu'on perçoive la chose comme une occasion de nommer ses copains ou bien... Non. Il s'agit de former un groupe parce qu'aujourd'hui, on a besoin, nous sommes tous au courant, nous avons décrié les impairs de notre équipe nationale et on a brillé en extra sportif par les écarts au niveau de la communication. Donc il faut quelqu'un à la communication, mais il faut qu'il soit la bonne personne. Nous avons parlé, on a parlé souvent des problèmes de réservation. Il faut quelqu'un pour cela. Il faut... vous savez, par exemple, souvent on a décrié Chami sur un certain nombre de choses. Mais je vous assure que si Chami n'était pas là, Hugo Boss n'aurait pas fait la moitié de ce qu'il a fait. Si Chami n'était pas là, il n'aurait pas fait la moitié de ce qu'il a fait. Heureusement qu'il était là pour l'aider parce que lui ne pouvait pas résoudre certains nombre de problèmes parce qu'il ne connaissait pas très bien l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle, de ce côté, il aurait fallu tropicaliser un peu au niveau le staff. Alors, Coris Kouyaté, tropicaliser le staff, je crois, est une nécessité dans la mesure où on connaît les réalités camerounaises avec les micmacs de cet environnement-là. Il aurait été quand même judicieux de mettre un adjoint qui maîtrise quand même l'environnement du Cameroun. Ben oui, Bouba, c'était même un impératif. Mais avant de répondre, je vais rebondir sur ce que le coach Eugène était en train de dire. C'est qu'il faut que nos dirigeants et ceux qui nomment chez nous apprennent à communiquer. C'est-à-dire ils doivent apprendre à informer exactement sur ce qu'ils ont fait ou bien sur ce qu'ils ont l'intention de faire. Si Clarence Seedorf et Kluivert, c'est un duo, ils doivent nous dire c'est un duo. On l'a vu avec la Suède il y a 5 ans ou 6 ans où on avait 2 entraîneurs avec les mêmes fonctions, le même salaire. Ça dit qu'il n'y avait pas d'entraîneur adjoint. On parlait tout à l'heure de la Belgique. Thierry Henry a été promu par exemple entraîneur adjoint. Or, à la Coupe du Monde, il était bien entraîneur adjoint chargé des attaquants. On doit préciser dans le décret et dans la note qui nomme. Pour éviter la confusion. Bien sûr, pour éviter la confusion, on ne doit pas publier des trucs et chacun va y aller de son commentaire ou bien de son appréciation. C'est pas bon. Maintenant, deuxième chose, effectivement, pour revenir sur le nombre d'adjoints.
Lorsque vous avez une sélection nationale comme celle-ci, où vous dites dans les clauses, n'est-ce pas, que les entraîneurs, par exemple, doivent résider au Cameroun, ils doivent avoir un regard sur les autres sélections et tout ça, ça veut dire effectivement, il va bien falloir que ces gars soient au contact de nos équipes locales. Ces gars doivent aller regarder les matchs, mais qui doit orienter ces gars? Quand vous prenez Jean-Alain Boumson, j'ai rien contre lui, ça a été un très bon défenseur, sauf que Jean-Alain Boumson, lui, vient de la France. Quand vous prenez Joël Epalé, il est installé en France. Effectivement, il fallait absolument, il fallait faire un choix entre ces deux, prendre un entraîneur local qui doit être en mesure, à un moment donné, quand Zido va lui dire trouve-moi 3 gars des U23, que l'entraîneur là soit en mesure de te dire voilà le meilleur joueur du championnat à tel poste, voilà le meilleur attaquant, voilà les gars qu'on peut prendre. Et une nomination comme celle-là doit nous éviter ce qu'on a vécu ces derniers temps. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? On a nommé Zidov 7 jours ou 10 jours après, il fallait qu'il fasse une liste. Après cette liste, il fallait bien, dans sa façon, n'est-ce pas, de travailler, c'est un peu comme ça qu'il travaille du côté des Pays-Bas, c'est de prendre des jeunes joueurs, n'est-ce pas, greffés à ceux qui ont une expérience assez avérée pour qu'ils progressent rapidement. Effectivement, qu'il a dit, trouvez-moi 3 bons joueurs de moins de 23 ans pour qu'on greffe aux professionnels pour le stage. Sauf que vous avez vu ce que les gars ont fait. Ils sont allés piocher des joueurs blessés, des joueurs qui ne sont même pas parmi peut-être les 10 meilleurs de notre championnat. Ils ont donné aux garçons de tout. Donc pour effectivement éviter des trucs pareils, il fallait absolument, n'est-ce pas, greffer un entraîneur local. Raoul, vous vouliez rebondir tout à l'heure? Oui, je crains, Bouba, que ça soit le prolongement d'un club européen à partir du casting qui a été fait. Le coach parlait tantôt de la proximité de Jean-Alain Boumson avec Sidov et parle également qui évolue, oui, de l'Europe. Je pense qu'on craint que ça soit cela. Coach, vous ne pouvez pas également aussi refuser aux Camerounais de faire des observations parce que depuis que la normalisation est en place, elle procède à des castings et à des nominations qui ont des accointances comme je le disais tantôt. Et c'est une observation qu'on fait. Et elles sont questionnables. À chacune de ces nominations, elles sont questionnables. On a peut-être ceux qui sont plus intelligents que nous ont donné leur avis lorsque la liste des Lions avait été publiée, qu'elle n'était pas des Sidov. Parce qu'après être installé, nommé une semaine après, il n'a pas eu un temps nécessaire, coach, de faire la prospection et de procéder au casting auquel on a assisté. Et ces joueurs même, c'est discutable. Certains d'entre eux qui ont été sélectionnés, c'est discutable. Et de deux, il a été incohérent dans sa communication pour justifier le choix de ces joueurs. On a remarqué qu'il était incohérent. Bouba le notait tantôt. On a l'impression que des autres viennent d'ailleurs concernant cette équipe. Comment comprendre que vous ayez une mission dans votre agenda? Vous ayez la responsabilité de prospecter dans le championnat camerounais et on ne vous assigne pas un entraîneur local pour qu'il soit comme un facilitateur. Comment est-ce que vous allez vous attendre à un casting? C'est la raison pour laquelle je dis, je crains que ça soit le prolongement d'un club européen au Cameroun. Parce que ceux qui auront l'opportunité ou l'apanage de jouer dans cette équipe, seulement ceux qui évoluent en Europe, exclusivement, comme il a voulu le faire entendre. Serge Pensy, peut-être je reviens à vous tout à l'heure. Est-ce que c'est un désaveu de Sidov quand on sait que sur le stage de Nairobi, ils étaient 24 et finalement c'est 22 qui qui ont pris le vol ce soir pour les îles Comores. Les 2 joueurs locaux qui étaient querellés, qui faisaient problème, ont été priés de plier bagages et de revenir au Bercail. Est-ce que là, c'est un signal que donne Sidov pour dire que je ne me reconnais pas dans vos micmacs? Oui, c'est un signal. Je crois qu'il est déçu. Il marque sa déception pour ce qu'on lui a présenté. Parce que renvoyer les 2 joueurs, il faut les amener. Ce n'est pas en compétition. Il faut les amener au Comores
et est revenu au Cameroun, ils allaient gagner en expérience et tout. Mais je dois juger que ça ne vaut pas la peine. Parce que vu peut-être la qualité de ces joueurs aux entraînements, il s'est dit que non, quelqu'un qui a été formé à l'Ajax comme lui, quand il voit un pied carré, il va s'énerver tout de suite. Donc je crois qu'il était en face des joueurs qui avaient des problèmes, surtout techniques. Et il s'est dit qu'à cet âge-là, si tu as des problèmes... Et même physique. Oui, et cet âge-là, si tu as des problèmes techniques, ça ne vaut pas la peine de te prendre. Et il a été plié de rentrer. Bon, vous savez... Je pense qu'on manque d'élégance. Je l'ai dit, on manque d'élégance. Est-ce que Seedorf, on a bien discuté avec Seedorf avant de sélectionner les joueurs? Parce que quand Seedorf dit qu'il n'a pas besoin de faire voyager Mukanjo et Bassogov pour un match... Ça ne s'explique pas sportivement. Au départ, j'ai partagé, j'ai essayé de comprendre, de partager, mais avec le recul, je me dis que non. Quand tu regardes... la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée, nos meilleurs joueurs, ils étaient là, Mukanjo était là parmi nos meilleurs joueurs, Bassogog était parmi nos meilleurs joueurs. Je crois que quand tu arrives, tu prends d'abord ceux-là et tu essaies de voir ce que tu fais avec eux. Mais on a coupé les têtes. Pour moi, je le dis, on a coupé la tête de Mukanjo et de Bassogog. Donc, la question du championnat de seconde zone, c'était un prétexte? Moi, je pense que c'est un prétexte. C'est un prétexte. Mais attendez, les Sud-Coréens, ils jouent, qui ont battu l'Allemagne en Coupe du Monde. La majorité des Sud-Coréens, quand ils pensaient qu'ils jouent en Europe, ils jouent là, ils jouent en Asie. Les Japonais jouent. Donc, je ne trouve pas, c'était pas pour moi une raison de dire que ces gars ne pouvaient pas voyager, puisqu'ils ont fait un stage en Nairobi. Bassogog et Mukanjo pouvaient venir à Nairobi et aller au Comores et rentrer comme tout le monde. Je ne pense pas que 4 heures de plus de voyage allaient faire du mal à ces garçons qui ont déjà tellement voyagé dans leur vie et qui savent comment récupérer. Donc moi, je pense aujourd'hui que là, Seedorf n'a pas été élégant. Il a accepté de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Pour un professionnel comme lui, il ne devrait pas accepter ça. Il connaît, je pense qu'il connaît Bassogog sur les vidéos, il connaît Mukanjo aussi sur les vidéos, et il sait que c'était le capitaine. C'est le capitaine, à moins qu'il soit destitué, c'est le capitaine des Lions. Mais il fallait... Au moins un coup de fil. Au moins discuter avec les joueurs et leur dire, pas annoncer des raisons qui n'ont pas de place. Moi, je pense que là... on va peut-être... Si tu permets, en 30 secondes, sur cette question du casting. Les Sud-Coréens, comme je le disais tantôt, ils évoluent chez eux. Les Maghrébiens également, ils évoluent chez eux. En Cannes 2000, lorsque la Tunisie est venue, elle avait un effectif de près de 23 joueurs. Il y avait près de 9 joueurs qui sortaient de l'Espérance de Tunis, qui constituaient l'ossature de l'équipe nationale. Vous avez vu l'Égypte gagner la CAN 2006, 2008, 2010. L'essentiel de l'ossature était constitué des joueurs de Al-Ali et ceux qui évoluent en Égypte. Donc je pense que ça, c'est un prétexte qui n'a pas été sportivement justifié. On attendait des justificatifs sportifs. Avant d'entrer profondément dans la rencontre du 8, coach, on reste un peu sur ces détails-là. Est-ce que vous pensez que la chasse aux sorcières a commencé avec la première sélection de Seedorf pour le cas Mukanjo et le cas Bassogog? Moi, je pense qu'il faut qu'on procède d'une certaine logique. Je dis le choix Seedorf, Kluivert n'était pas un choix facile. On n'a pas bercé dans la facilité. Pourquoi? Parce que ce sont des très très grands joueurs. Ce sont de très grands joueurs. Mais je le redis encore, je mets au défi quiconque. Quand on a nommé Seedorf, une semaine avant, il ne connaissait pas 3 joueurs camerounais. Il ne connaissait pas 3 joueurs camerounais. Il n'était pas particulièrement intéressé par le football africain. Donc, par quel miracle il allait connaître spontanément comme ça tous les joueurs camerounais? On parle d'une liste de 70 joueurs proposés. On a proposé. Je dis, Seedorf ne pouvait pas faire une liste. Il était en incapacité logiquement de faire une liste. Parce qu'il ne connaissait pas le milieu, il ne connaissait pas l'environnement, il ne connaissait pas les joueurs. C'est logique. C'est logique. À partir du moment qu'on a fait ce choix, il faut, je dirais, accepter les conséquences. Donc c'est la raison pour laquelle moi je plaide plutôt pour un état de grâce, le temps de l'imprégnation. Parce que, quel que soit, il a besoin d'un temps d'imprégnation. Et avant ce temps
avant qu'il ait ce temps d'imprégnation, il est évident que ce sont d'autres qui vont manœuvrer. Et il va être emballé. Et là, malheureusement, il ne faut pas qu'il se lance dans un truc de justification parce qu'il va se contredire. Et il va être incohérent. Il y aura de l'incohérence. Et c'est la raison pour laquelle donc, on ne l'aide pas. On ne l'aide pas, on ne l'aide pas. Parce qu'effectivement, si on connaît le football africain, vous savez, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un joueur capable de rupture, capable d'accélérer. Si tu connais le Cameroun, il y en a combien comme Bassongo? On en a combien? Ça est capable on en a combien? Et tout entraîneur a besoin d'une carte comme ça. Hein? Donc le coach Tidorf ne connaissait pas Bassongo. Il ne le connaissait pas. Donc il a été... C'est pour ça que vraiment, je n'ai pas envie d'insister là-dessus. Vous ne voulez pas dire qu'il a été induit en erreur? Non, je dis, parce que pour moi, ils sont là. Il n'est plus question de si c'est bon ou c'est mauvais. Et moi, je voudrais qu'on gagne cette CAN. Je voudrais qu'on s'en sorte. Et pour que nous en sortions, il faut les accompagner. Il faut vraiment les accompagner. Et c'est la raison pour laquelle moi, je plaide pour un état de grâce pendant une période, le temps qu'ils s'imprègnent et qu'ils puissent avoir eux-mêmes des coulées franches et qu'ils puissent eux-mêmes prendre leurs responsabilités. Alors, mathématiquement, logiquement, actuellement, ils ne peuvent pas faire tous les choix. Ils ne peuvent pas. Ce sont les autres qui les font. C'est la raison pour laquelle moi je voulais insister surtout pour le staff. Parce qu'il avait attention, il ne faut pas que par exemple quand on fait des nominations, ça soit fait pas sur les critères objectifs qui vont dans le sens de les aider à faire leur travail. Mais lâchons les baskets. Aidons-les pour qu'ils puissent réussir. Mais ne les encombrons pas avec nos clans, nos ceci, nos cela. Sinon, on ne les aidera pas. C'est déjà difficile pour eux. Hein. C'est vraiment difficile pour eux. Moi-même, il y a un problème qui va à moyen terme. On peut en parler en tant qu'entraîneur. Sidorf est un Hollandais. C'est l'école Cruyff. Donc c'est le jeu. C'est le jeu. Oui. Il est passé au Real. Il continue dans ce sens. C'est vrai qu'il a fait un tour en Italie. C'est-à-dire que pour la rigueur défensive, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en quatre stages simplement, il sera capable de mettre en place son projet, de nous faire jouer comme selon sa philosophie? Bon, ce sont les questions qui vont se poser. Mais coach, lorsqu'il commence déjà à mettre de côté des joueurs comme Bassongo, avec une valeur intrinsèque, c'est que c'est pas lui, Raoul. Mais je viens de avec dire... des qualités c'est pas importantes, puisque qui signe la liste. En fait, c'est juste pour dire qu'il y a une proposition. Je veux qu'on avance, on jette un regard, hein, qu'on aille un peu sur le match du 8. Quel nouveau visage de notre équipe nationale avec le nouveau staff face au Comores? Ben, évidemment, Bouba, c'est un bon match. C'est un match d'entraînement pour permettre à Sidorf de commencer à mettre sur pied, n'est-ce pas, ses plans de jeu, sa philosophie, sa tactique, ses stratégies et tout ça. Maintenant, il faut éviter de tomber dans le piège de la facilité, parce qu'il faut dire que cette équipe des îles Comores a quand même tenu en échec le Ghana en 2013, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le 13 novembre 2013, si mes souvenirs sont exacts. 0 but partout à Moroni. Cette même équipe du Comores a tenu également le Gabon en échec en amical il y a 2 ans de cela. Donc il n'y a pas plus dangereuse une équipe, n'est-ce pas, qui joue pour se faire plaisir et surtout faire plaisir à son public. Donc il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Mais je crois que c'est un match pour Sidorf pour commencer à travailler, n'est-ce pas, les différentes peut-être phases de jeu, les différents systèmes de jeu que le Cameroun pourra avoir d'ici à là. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce match. Il faut dire le Comores, les îles Comores sont quand même 100 rangs derrière le Cameroun. C'est 149e si on s'en tient au dernier classement FIFA contre. Nous sommes quand même au 47e rang. De ce côté-là, ils ont 2 joueurs connus. Ce sont les frères Changama. L'un évolue à Annecy, qui est un club de 5e division en France. L'autre doit être à Clermont. Voilà les deux vedettes de ce côté-là. Mais qu'à cela ne tienne, il faut faire attention, comme je disais, à une équipe comme celle-là. Mais surtout, il faut commencer à
à travailler. C'est leur premier match. Imaginez un instant, on sort de là avec un 0 but partout, ou bien une défaite. Ce que ça peut créer comme psychose dans la tête, que ce soit de ces joueurs-là ou encore du peuple camerounais. Alors, est-ce que ils ont un bon attaquant dont j'oublie le nom, qui joue à la Champions League dernièrement. Je crois que c'est lui, ceux qui ont éliminé l'équipe suisse, autrichienne, qui ne s'est pas qualifiée, je crois, Salzbourg. Donc ils ont une bonne attaque, un très bon avant-centre. Et les Comoriens, la proximité avec la France, il y a beaucoup qui ont fait des formations en France. Donc il faut être très très prudent avec le Cameroun qui n'est plus le Cameroun d'avant. Donc ce sont des garçons qui ont, pour la majorité, qui ont fait des formations en France, qui savent jouer au ballon. Maintenant, ils ne sont pas des super joueurs, mais je pense que devant son public, on peut se surpasser. Donc, Est-ce qu'il faut s'attendre à une rupture de l'ancien système, le système Hugo Broos et celui de Seedorf? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est la base, la formation à la base, ce que les joueurs camerounais ont reçu comme formation à la base. Seedorf ne peut pas le changer maintenant. Il va faire avec, et peut-être même qu'il va continuer le système Hugo Broos, parce que c'est avec ça qu'on a gagné. On ne va pas mettre la méthode de cover dont le coach Eugène parlait tout à l'heure, avec beaucoup de passes, beaucoup de conservation de balles. Je crois que ce n'est pas notre façon de jouer. Et on va pas, en un jour, en une semaine, Seedorf ne va pas nous apprendre comment conserver le ballon, garder le ballon, faire du ballon ce qu'on veut. Donc je pense qu'on va continuer à jouer comme Hugo Broos, avec peut-être un peu plus de rigueur dans le jeu. L'île Comores, c'est peut-être pas une foudre de guerre, peut-être, je reviens à vous tout à l'heure, peut-être pas une foudre de guerre, mais quand même c'est un ballon d'essai pour Seedorf. Si il négocie mal cette entrée, ça peut être un problème pour la suite? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je reviens encore sur la notion d'imprégnation. Dans un premier temps, quand on arrive, il faut d'abord faire une évaluation. Il n'a pas eu le temps de faire l'évaluation, ça serait une occasion pour lui de faire l'évaluation. Maintenant, quant à la façon de jouer, même si dans la nation ADN, ce jeu hollandais, offensif, etc., il est bien obligé à un moment donné d'être réaliste. Mais attention, n'est pas Mourinho qui veut. N'est pas non plus même Hugo Broos qui veut. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Hugo Broos, il est défenseur. Il a cette culture. Donc il pouvait peut-être faire jouer à la défensive comme il a fait. Je ne suis pas sûr que Kluivert soit en capacité de le faire parce que ce n'est pas dans son ADN. Bon, maintenant, c'est la raison pour laquelle moi je pense que ce rendez-vous est très important pour lui. Parce qu'il faut que quand il arrive, il fasse fort. J'aime son discours. Il doit dire c'est moi le patron. Et je compte être le patron véritablement. Et que chacun reste à sa place. D'emblée, il doit absolument le dire, s'imposer. Et c'est la raison pour laquelle, même vis-à-vis des joueurs, aussi bien vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe, du staff, que vis-à-vis des joueurs. Parce que les joueurs sont aussi en observation. Tout le monde est en train de... J'imagine tout le monde attend à quoi ça ressemble, vers où on va. Donc, et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus, je dirais vraiment, une occasion de se connaître, une occasion de s'imprégner. Et maintenant, il est évident qu'il ne va pas s'hasarder à perdre parce que c'est qu'on le regarde, même l'équipe a besoin de confiance. Et c'est la raison pour laquelle ça tombe bien que ce soit le Comore. Au-delà de la tactique Coris Kouyaté, est-ce qu'on peut s'attendre au changement des hommes sur le terrain, les cartes à jouer par Seedorf contre les îles Comores? Par exemple, on voit par exemple que Ntep pourra peut-être commencer le match compte tenu de ces problèmes au niveau de la FIFA qui vraisemblablement ont été résolus. Avant de répondre, tout à l'heure, vous avez parlé de rupture. Et je crois qu'avec l'arrivée de Seedorf, on observe déjà une certaine rupture avec nos habitudes, n'est-ce pas, du temps passé. Le lieu du stage, par exemple. Vous savez comme moi que les îles Comores sont situées au niveau de la Corne de l'Afrique.
tout comme le Kenya. Donc c'est pratiquement le même climat, c'est la même température. Vous voyez que les gars sont allés se préparer au Kenya. Ah, vous voulez dire avant pour un match qui se jouait en Gambie, on voyait quand même les gars aller se préparer du côté de la Suisse ou encore en Autriche. Donc, autant on ne lui fait pas porter la responsabilité de la liste en disant soyons indulgents. Non, je crois qu'en tant que technicien, il a pesé pour le, n'est-ce pas, pour le site de préparation. Moi, je crois, comme on disait tout à l'heure, comme le coach disait, Bouba, Zidov malheureusement n'a pas assez de temps. Je crois que d'ici à juin, parce qu'il faut dire que la CAN c'est du 7 juin, c'est du 7 au 30 juin 2019, on aura moins de 4 périodes FIFA. Et malheureusement, comme toujours au Cameroun, on ne maximise pas assez pendant ces périodes parce que logiquement, on pouvait caler un match amical mardi ou mercredi. Parce qu'en Europe, on va jouer mardi, on va jouer mercredi. Je crois qu'en plus de ce match contre le Comore, on aurait dû programmer un autre match amical pour permettre aux gars de jouer au maximum. Et de les connaître mieux son équipe. Et de connaître mieux son équipe. Donc, n'ayant pas assez de temps, Zidov tout de suite doit chercher bien sûr à mettre sur pied une équipe qui doit lui permettre, n'est-ce pas, de gagner. Et évidemment, de s'en sortir. De s'en sortir. Quand il dit de gagner, c'est de s'en sortir. Et évidemment, il doit faire des choix forts. Mais maintenant, tout de suite, on ne peut pas entrer dans ces choix. On ne peut pas aller dans la boue de cristal pour savoir qui est-ce qui va aligner. Mais en fonction de la forme, n'est-ce pas, il faut faire des choix forts, il faut les connaître. Évidemment, c'est pour ça que je dis, malheureusement, il n'aura pas assez de temps pour observer n'est-ce pas, nos joueurs avant la CAN. Donc, tout de suite, il a le devoir ou même intérêt, n'est-ce pas, déjà à faire des choix en attendant, évidemment, que les championnats, n'est-ce pas, progressent et qu'on juge effectivement la performance de ces gars-là sur le terrain. Alors, Raoul, que peut être l'apport des adjoints de Zidov dans le choix tactique et même technique lors du match, parce que quand on sait que Joël Palais, beaucoup plus une expérience du côté de l'Europe, mais pas une expérience sur le plan national. Alain Boumsol, pareil, Patrick Kluivert également. Pour vous, quel peut être l'apport de ces adjoints par rapport à ce match? Bon, à la différence de Joël Palais, lui qui a évolué avec les Lions, donc il a une petite connaissance de ses compatriotes qui évoluent du côté de l'Europe. Il peut faire des propositions, mais il y a une volonté quand même de rupture dans ce que Zidov veut faire. Ça se traduit d'abord, on le dit, je vais revenir surtout sur le casting, son casting qu'il a fait. Il y a une volonté de rupture. Bon, maintenant, ça sera difficile pour lui. Je peux concéder cela au coach. C'est un coach, je peux lui concéder cela, que ça sera difficile pour lui de mettre en place une animation, une stratégie pour lui permettre d'avoir un résultat acceptable. Mais quelqu'un comme Epalé, ayant une idée un peu de quelques Camerounais qui évoluent du côté de l'Europe, pourra peut-être proposer à certains postes à Clarence Zidov. Et je peux peut-être me verser dans des conjectures qu'il a dû peut-être passer à des séances de vidéos en fonction du casting qui a été fait pour voir qui peut évoluer à tel poste ou pas. Mais je pense que ça ne sera pas une surprise de voir des changements. Alors, Serge Pensy, on termine par vous sur cette question. On a vu le retour des binationaux au sein de cette sélection. Doit-on s'attendre au retour de ceux qui sont encore un peu réticents, qui traînent encore la patte à revenir au sein de cette équipe nationale, de 1, et de 2, certains cadres, à l'instar d'un Koulou qui a aussi été contacté, mais qui a dit qu'il a encore besoin de temps pour pouvoir réfléchir. Est-ce que la porte est définitivement fermée pour cela, ou alors on peut s'attendre à voir le staff de l'équipe nationale étoffé pour la prochaine échéance? Je crois qu'on doit même ouvrir le portail pour ces gens, pour ceux-là, parce qu'on n'a plus de temps. La CAN est là dans quelques mois. On a besoin d'un joueur comme Koulou. L'expérience et le niveau dans lequel il évolue encore. On a besoin de lui. En défense, en charnière centrale, si vous prenez Teke, il est allé en Arabie Saoudite. C'est pas le bon niveau là-bas. Il reviendra peut-être en équipe nationale. Vous prenez
Yaya Banana, il n'a pas le niveau de Koulou. Donc il nous faut absolument Koulou. Vous avez vu la finale contre l'Égypte. Dès qu'il est entré, il a stabilisé la défense, son expérience, il a égalisé, il nous a mis sur le chemin de la victoire. Donc on a besoin de lui. On a besoin de ces binationaux-là, parce qu'on n'a pas de joueurs sur le plan national ici. Il n'y a pas de joueurs qui seraient capables d'apporter un plus à l'équipe nationale à quelques mois de la CAN. Donc il nous faut de très bons joueurs. C'est des binationaux qui peuvent rejoindre l'équipe nationale. Moi, je serais favorable. Il faut les courtiser. Il faut bien les courtiser. Il faut choisir les gens qui vont aller les courtiser. Pas aller à... Il y a des gens qui sont capables de les courtiser et de ramener à l'équipe nationale. Alors, coach, je pose une question en tant qu'entraîneur. On parlait tout à l'heure de rupture. Est-ce que le brassard va passer d'un bras à un autre quand on sait que le titulaire du brassard n'est pas là, Moukandjo n'est pas là, peut-être il a ses adjoints, à savoir Boubacar Vincent, et peut-être aussi Choupo-Moting. Pour vous, à qui reviendra le brassard, le match contre l'île Comore? Bon, je pense d'abord que quand vous posez le problème en termes de problème de brassard, vous ne le posez pas en termes politiques. C'est-à-dire que ici, au pays, souvent, on a posé le problème de cette manière. Il ne faut pas poser le problème de cette manière. Mais sinon, si on le pose... Au Cameroun, le brassard est politisé? Parfois, oui. À un moment donné, il fallait l'anglophone, on a donné l'anglophone. À un moment donné, sur des critères qui n'ont rien à voir avec le sportif. Bon, maintenant, sur le plan purement sportif, je pense que même là, il va être orienté. Lui-même n'a pas une connaissance suffisante de son groupe pour savoir, pouvoir désigner quelqu'un de manière sur une base objective. Mais en principe, c'est l'entraîneur qui choisit son capitaine. Oui, mais malheureusement, je dis, pour le moment, il n'est pas en capacité, parce qu'il ne connaît pas encore bien son groupe. Bon, maintenant, par contre, par rapport au sujet précédent, c'est le Sudorf. Moi, je n'aime pas, je ne veux pas qu'on pose le problème en termes de nationaux, ou d'espace, ou de diaspora. Non. L'entraîneur a besoin des joueurs capables de le faire gagner. Il a besoin des joueurs capables d'aller dans le sens de son projet. S'il trouve, ces entraîneurs ont trouvé les joueurs sur le plan au niveau local, ils les ont pris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière à ce niveau-là. Il a besoin d'un Koulou, parce que tout à l'heure, j'ai décliné un peu sa philosophie, il a besoin d'un défenseur capable de sortir le ballon. Et Koulou a cette qualité. C'est-à-dire, on a vu par exemple autrefois dans l'histoire de notre football, un garçon comme Domelia être mis de côté pour un Onana, parce que justement on n'avait pas besoin, compte tenu de l'analyse de Jean-Vincent, disait l'équipe que j'ai, je ne peux pas prendre le risque d'aller jouer, de sortir le ballon de derrière. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Et il a pris un joueur à zéro risque derrière. Et, quand on a pris Hugo, ça fait son choix. Il n'allait pas dans le sens d'un technicien derrière. Mais par contre, Sidorf, compte tenu de sa philosophie, il a besoin de jouer comme Koulou. Donc il observera, et à lui d'aller les chercher, celui qui en a besoin pour réussir son aventure. Donc il y aura des ruptures en fonction de ses besoins. Un bon cuisinier, c'est à lui d'aller chercher ses produits pour faire sa bonne sauce. Voilà, merci cher monsieur. On va sans transition prendre la seconde thématique consacrée à l'organisation de la Coupe d'Afrique Nation par le Cameroun. Au moment où on s'attendait le moins, eh bien, le président de la Confédération africaine de football, Hamad, lui, a déclaré qu'il n'est pas sûr que le Cameroun pourra abriter la prochaine Coupe d'Afrique Nation. Alors, Coris, je vous pose la question, après le passage des inspecteurs au Cameroun, qui ont d'ailleurs curieusement donné leur satisfecit, et puis quelques jours plus tard, eh bien, c'est le président de la Confédération africaine de football qui fait une sortie pour prendre à contre-pied les dires de ces experts. Comment comprendre cela? Nous avons fait une émission il y a, je crois, 2 semaines ou 3 semaines. Et je reste constant, n'est-ce pas, dans mes analyses. Je vous ai dit, il ne fallait pas attendre, il ne fallait pas s'attendre à ce que ces inspecteurs, après des descentes sur le terrain, viennent s'asseoir dans une salle de conférence au Cameroun et vous disent, voilà, vous n'êtes pas prêts. Ou bien telle chose manque. Non. Une chose est certaine, c'est que Ahmed Hamad n'est jamais venu au Cameroun.
Et lorsque Hamad fait des déclarations, n'est-ce pas, comme celle-là, c'est qu'il fait cette déclaration sur la base d'un rapport, n'est-ce pas, qui a été produit et certainement, n'est-ce pas, par ces inspecteurs qui sont venus au Cameroun. Et je continue de dire ce que j'ai dit depuis pratiquement 1 an, c'est que faisons très attention, arrêtons des discours, sortons travailler, que ce soit au niveau de la présidente, que ce soit au niveau du ministère, n'est-ce pas, des Finances, au niveau du ministère des Sports. Sortons rapidement les moyens, mettons les moyens le plus tôt possible, n'est-ce pas, à la disposition de nos techniciens ou encore des maîtres d'ouvrage qui sont sur le terrain pour que les travaux avancent et non à chaque fois se contenter, n'est-ce pas, des petits discours que ces inspecteurs ils viennent nous dire en interne que non, ouais, voilà, vraiment nous sommes satisfaits, nous sommes même surpris par rapport à l'état d'avancement sur certains sites, mais quand ils arrivent de l'autre côté, n'est-ce pas, ils avancent d'autres propos et ça nous met dans la situation où nous sommes en ce moment. Raoul, doit-on s'inquiéter des déclarations de Hamad ou alors, tout simplement, c'est peut-être un appel à plus d'ardeur au travail? Ça peut sembler être un appel à plus d'ardeur au travail, mais comme Coris le disait tout à l'heure, je reste constant également sur ma position concernant le président Hamad, qui, ma foi, manque d'élégance. Il manque d'élégance lorsqu'il s'adresse au Cameroun. Autant la CAF, certes, a la volonté de mieux organiser et vendre son événement, son spectacle culturel africain, autant également la CAF n'a aucune prérogative à imposer à un État son calendrier de construction des infrastructures. Là, du moins, j'appelle le président Hamad à l'humilité. Il faudrait de l'élégance, parce que depuis ses sorties, depuis l'aube de ses sorties, il y a une démarche, il y a une fédération, une association qui représente la CAF ici. Il peut écrire à la Fédération camerounaise de football ou transmettre un courrier simplement aux autorités camerounaises. Mais à chaque fois, il manque d'élégance avec sa rhétorique qui ne change pas. Et figurez-vous, Bouba, il y a quelques temps, simplement au Gabon ici, il avait tenu un discours contraire à celui qui tient actuellement. Donc, il reste constant et il y a cette volonté toujours de pouvoir retirer la CAN au Cameroun, une sorte d'humiliation. Ça peut sembler être qu'on voudrait booster les autorités camerounaises, mais je dis encore une fois de plus, Hamad manque de courtoisie, il manque d'élégance. Ce n'est pas la CAF qui doit imposer à un État la construction, un calendrier de construction des infrastructures. Si le Cameroun a concédé à organiser cette compétition, j'ose également croire que dans la communication d'Hamad, il faudrait qu'on revoie un certain nombre de choses. Alors, on sait, Jeune Keke, que le retrait de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on va dire si jamais cela arriverait, ne pourra pas intervenir avant la date du 26 septembre, date à laquelle le bureau exécutif devra se réunir pour trancher par rapport à cette situation. Comment vous voyez un peu les sorties, on va dire un peu à géométrie variable d'Hamad? Un coup, il dit il n'y a pas de remplaçant pour le Cameroun, c'est le Cameroun qui va organiser. Un coup après, il change de parole. Comment est-ce que vous analysez cela? Bon, tout d'abord, je pense que Hamad ne peut pas nous retirer la CAN. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, pour le moment, c'est en mois de décembre éventuellement qu'il pourrait tenir de tels propos. Au mois de décembre, à ce rendez-vous-là, il pourrait tenir avec raison ses propos. Deuxièmement, le Maroc ne sera pas preneur parce que la diplomatie a joué. Le roi a déjà pris position, il n'est pas preneur. C'est-à-dire contre le Cameroun, en concurrence avec le Cameroun. Mais je dirais que Hamad, il ne faut pas non plus le prendre. Il y a le moment où il a eu des propos un peu durs, nous a taquinés, il y a le moment où il a eu aussi des propos aimables. Mais il a peut-être compris comment nous fonctionnons. Je pense que c'était une émission ici, où justement les journalistes
mettaient en disant, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien. C'est pas si vous vous rappelez, à un moment donné, où il y a des images, où tout était pratiquement... c'était le chaos. On était à 20% taux Voilà. d'exécution. Et Ahmad a fait une sortie. Vous vous rappelez là, cette fameuse sortie Au Burkina Faso. Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, le président de la République est monté au créneau. Cameroun sera prêt le jour J. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est suivi? Les choses ont bougé. La rigolade était finie. Les choses ont bougé. Il y avait des convois pour aller les visites à gauche, à droite. Il y a le président du comité, le suivi dans les différentes régions, ainsi de suite. Au point que les choses ont rapidement évolué. Les travaux ont effectivement commencé. Et ça a bougé. Bon, maintenant, prenons plutôt ça comme une petite pression qu'il nous met. Une pression. Et si là, il veut dire par là, à ce moment où vous nous inquiétez, prenons en note et activons-nous. Activons-nous. Moi, je pense que mettons un peu plus de volume aussi au niveau de la communication. Communiquons même, pas seulement au niveau du Cameroun, au niveau continental. C'est-à-dire montrons que le Cameroun est en train que nous sommes en train de nous battre, que nous sommes en train de préparer à nos frères africains un bon accueil et que ça sera un grand succès. Parce que nous voulons vraiment cette CAN. Montrons-le. Bougeons-nous. Alors, est-ce que en filigrane, on ne peut pas soupçonner des mains basses, des mains noires qui manipuleraient dans l'ombre pour que cette CAN soit retirée au Cameroun? Quand on écoute par exemple une ancienne gloire comme Joseph-Antoine Bell qui déclare que c'est la première fois qu'il voit des Camerounais déclarer eux-mêmes que la Coupe d'Afrique n'aura pas lieu. Et le ministre des Sports qui a fait une sortie pour dire également qu'il y a des Camerounais qui sont en train de faire des pieds et des mains pour que cette CAN nous soit retirée. Quel intérêt ont ces gens de Camerounais à ce que la Coupe d'Afrique des Nations n'ait pas lieu au Cameroun? Non, je ne pense pas que les Camerounais, tous les Camerounais, certains, oui, dans la majorité des Camerounais veulent la Coupe d'Afrique ici. Mais il y a lieu de s'inquiéter quand on voit ce qui se passe, comment la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations est organisée. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été pensée comme un projet. Qu'on doit commencer du point A et puis arriver au point Z. On a pris la Coupe d'Afrique des Nations il y a 4 ans ou 5 ans, on l'a mis dans les tiroirs et on a attendu. Ce n'était pas pensé comme un projet. On aurait pu commencer depuis 4 ans, peut-être à commencer à construire des hôtels, peut-être à commencer à aménager certaines voiries urbaines, peut-être à commencer même à réaménager le transport urbain dans les grandes métropoles. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui, seulement au niveau du transport, vous imaginez, Douala va recevoir peut-être 50 000 personnes, 100 000 personnes, avec les benskins, avec les vieux taxis et tout cela. Il fallait déjà penser 5 ans avant. Anticiper. On donne un délai. Voilà le genre de voiture qu'on veut avoir dans 3 ans. Si vous n'avez pas vous ne respectez pas cette norme, on vous met en fourrière. On ne veut pas. Donc, tout ça, il fallait le penser avant. Ça n'a pas été pensé comme un projet. On s'est lancé là et on a pensé, nos administrateurs ont toujours pensé que la Coupe d'Afrique, c'est les stades. Mais le stade, c'est 3 heures par jour. Et le reste du temps, vous êtes dans les hôtels, vous êtes dans les bars, des restaurants, il faut être transporté, vous êtes dans des salles de conférence et tout ça. Donc, on n'a pas pensé comme ça. Mais je pense que nous aussi, les Camerounais, on est restés amorphes. On n'a pas réagi au niveau de la communication parce que Ahmad, il parle comme ça, mais c'est lui, il a aussi son tort là-dedans. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez une entreprise avec son actif et son passif. Quand Ahmad prend la tête de la CAF, mais il prend avec tout ce que Issa Hayatou a laissé. Et il continue. Qu'est-ce que Issa Hayatou a laissé? L'attribution de la Coupe d'Afrique 2019, 2021, 2023. Donc, il les prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il monte de vitesse. Il dit, on ne fait plus à 16, on fait à 24. Mais le tort est à qui? Le Cameroun s'est préparé pour 16. Mais tu lui dis à moins de 2 ans de la Coupe d'Afrique que non, on va passer à 24. Il y a un problème. Lui-même n'a pas imaginé, n'a pas fait un état de lieu.
est-ce que l'action que je vais poser maintenant... La période de compétition nous également avons a dit que ça ne changé. pose pas de problème. Oui, mais nous avons dit oui. Mais lui-même, non, je parle en tant que manager, en tant que président d'une institution. Il aurait d'abord dû faire l'état des lieux que de lancer ça et dire qu'à partir de maintenant, on va mettre une Coupe d'Afrique à 24. Est-ce que c'était possible de mettre une Coupe d'Afrique? Parce que toi-même, quand tu prends une décision, tu veux prendre une décision. C'est une réforme brutale. Oui, une réforme, il faut réfléchir et se demander que, est-ce qu'aujourd'hui, les pays peut-être en dessous du Sahara sont capables de recevoir une Coupe d'Afrique à 24? Ça, la CAF ne s'est pas posé cette question. Ils sont allés à Casablanca et ils ont pris la décision. Et le Cameroun avait envie d'organiser cette Coupe d'Afrique. On était dans l'euphorie, on nous a dit, ouais, au de 16 équipes, on aura 24 équipes. Mais on n'avait aucun stade, on n'avait quelques hôtels, on n'a pas de route. La période de compétition a également changé. Voilà, donc la période de compétition a changé. Tout ça a changé. Ce que dénonçait Michel Platini à son époque. Oui, sans avoir fait l'état des lieux, dont le tort revient une partie à la CAF et au Cameroun. Alors, Coris Kouyaté, quand on regarde un peu l'actualité ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a des chaînes qui sont mises à contribution pour aller dans le sens du retrait de cette Coupe d'Afrique Nations. On a suivi une chaîne internationale à travers un plateau dire que le Cameroun n'était véritablement pas prêt à organiser cette compétition, RFI pour ne pas la nommer. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une cabale, on va dire, orchestrée pour que cette compétition soit retirée au Cameroun? On parle déjà des hypothèses. 2021, en principe, c'est la Côte d'Ivoire. On imagine la Côte d'Ivoire organiser celle de 2019, le Cameroun à 2021. Est-ce que ce sont des signes qui ne trompent pas? Eh bien, vous savez, la guerre des réseaux, c'est pas seulement au Cameroun. Et moi, j'ai dit, généralement, il faut apprendre à anticiper au Cameroun, comme le coach disait. On doit apprendre, je le disais encore il y a une semaine, à agir et non à réagir. Aujourd'hui, RFI, effectivement, dit, ben voilà ce qu'il faut faire. On peut plutôt donner la CAN 2019 au Maroc, 2021 au Cameroun, 2023 en Côte d'Ivoire et 2025 en Guinée. Mais non, qu'est-ce que nous on fait sur le plan local? Moi, je vous ai dit, Bouba, qu'il est inadmissible que pour un pays comme le Cameroun qui va organiser la Coupe d'Afrique, c'est une deuxième fois seulement dans son histoire depuis 1972. Lorsque vous descendez à l'aéroport international de Simalène, vous ne voyez aucun panneau qui annonce une coupe. Ils sont pourtant lorsque vous descendez à l'aéroport international de Douala, vous ne voyez aucun panneau qui annonce la Coupe d'Afrique au Cameroun. C'est évident, c'est normal que les gens racontent du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parlant même de la sélection nationale. C'est qu'à chaque fois chez nous, on ne communique pas réellement en donnant des orientations précises, pour éviter effectivement, n'est-ce pas, que chacun il va, n'est-ce pas, de son commentaire ou bien de son appréciation. Vous parlez tout à l'heure de on doit communiquer. Il est déjà temps qu'on se rapproche des chaînes de télévision, radio, que ce soit public ou privé, qu'on donne des programmes, n'est-ce pas, des programmes spéciaux pour dire, ok, voilà les lignes d'orientation, comme ça on va communiquer pour notre CAN. Qu'on sort des panneaux, qu'on pose dans dans des postes stratégiques, notamment ces aéroports, parce que quand les étrangers arrivent au Cameroun, ils arrivent évidemment, n'est-ce pas, par les aéroports. Et quand un Français arrive, s'il arrive à Simalène, il voit qu'en 2019, tel P2 du 7 au 30, nous sommes prêts. Ben, il doit tout de suite dire, ben, l'affaire là, ça va se passer au Cameroun. Mais quand on arrive, il n'y a rien. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est normal que ces médias, et notamment internationaux, n'est-ce pas, ils vont, n'est-ce pas, de leurs commentaires, de leurs appréciations selon, selon leurs sources ou encore selon leur position. Raoul, c'est tout à l'heure Serge Pensy qui disait la CAN, c'est pas seulement les infrastructures, le stade, il y a quand même aussi les routes. Et quand on regarde un peu les routes qui mènent à nos différents stades, on a un peu froid au dos. Et on regarde également notre plateau technique, on peut s'interroger sur la capacité du Cameroun de pouvoir abriter cette compétition. Oui, honnêtement sur le réseau routier, il y a des manquements. Il y a des manquements sur le réseau routier. Certes, ce n'est pas seulement des stades, mais le dispositif
hôtelier, je peux rassurer Serge que c'est un acquis. Sur le casting qui a été fait des différents hôtels, des grandes villes comme Douala, Yaoundé, je pense qu'on peut être rassuré de ce côté. Peut-être du côté du septentrion, il y a d'autres sites. Hein. Oui, oui, c'est ce que je dis. Peut-être du côté du septentrion qui peut y avoir des manquements, certainement parce que on est encore dans la construction. Mais même concernant des panneaux, Coris, si tu sillonnes la ville de Douala, tu verras qu'il y a quelques panneaux. Il y a la communication, elle n'est peut-être pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Et lorsqu'on revient sur ce débat actuel qui a cours à la chaîne internationale RFI, pour ne pas la nommer, pourquoi est-ce que ce pays revient, le Maroc? Pourquoi ce pays revient? S'il n'y a pas une stratégie ou une cabale de pouvoir retirer la CAN au Cameroun depuis qu'Ahmad a pris fonction. C'est un ensemble de faits qu'on essaye simplement d'analyser. Et sa proximité avec le Maroc, sa proximité avec ceux qui gèrent la FIFA actuellement, peuvent donner simplement la latitude à ceux qui font des analyses de se dire qu'il y a une mainmise. Pourquoi le nom du Maroc revient? Et vous en savez mieux que moi ce que c'est qu'une stratégie de communication. Donc si aujourd'hui le Maroc est mis en avant, c'est que on voudrait réellement retirer cette CAN au Cameroun, puisque le Maroc a les velléités d'organiser la Coupe du Monde 2026, je crois bien. Elle veut faire ce test. Sauf que, à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque à 24 équipes déjà, elle n'est pas loin de 32 équipes pour démontrer à la FIFA sa capacité d'organiser cette Coupe du Monde. Et j'aurais dû une information qui aurait circulé quand des responsables de ce comité auraient intervenu dans une autre chaîne africaine que le Cameroun n'organisera pas cette CAN. Il a été péremptoire sur sa position. Je pense que autant nous sommes en retard, la CAF également n'est pas aussi transparente et cohérente dans ce qu'elle fait. À coach Eugène Keke, logiquement, on se regarde droit dans les yeux, le Cameroun tient-il sa CAN? Oui, parce que vraiment, nous sommes dans une situation qui est semblable à une équipe qui est en tête. Il reste en fin de saison. Vous avez 3 points d'avance. Il suffit que vous gagnez votre prochain match, vous gagnez votre match, et vous commencez à vous inquiéter, à regarder l'équipe qui vient derrière. Si nous sommes prêts, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le Maroc qui est notre, c'est nous-mêmes qui sommes. Ça dépend de nous, nous avons notre destin en main. Et c'est la raison pour laquelle travaillons. Arrêtons de commencer à gamberger. Non, travaillons et communiquons. Est-ce que franchement aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression que pour le moment, la CAN fait saliver les Camerounais. J'ai pas cette impression. Il n'y a pas d'engouement. Peut-être c'est le contexte. Non, mais c'est pas au-delà du contexte. Peut-être c'est le contexte, coach. Il y a une atmosphère à créer. Il y a une communication. C'est-à-dire que vous demandez aux Camerounais, on est agi moins combien, personne ne sait. Personne ne sait. Alors que maintenant, tous les passionnés de football doivent dire, on est agi moins tel, on s'en rapproche. Mais pour le moment, ça ne décolle pas. C'est-à-dire que, et en plus, rappelez-vous, après le passage de l'inspection, c'était calme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'en parlait plus, c'était comme tous les... C'est-à-dire, on attend décembre. Et voilà, on m'a nous titillé un peu. Effectivement, vous allez voir, ça va bouger. Ça va bouger. Et c'est pour ça que moi j'apprécie même sa communication. Ça nous fait bouger un peu. Et ça booste. Et tout le monde, chacun devant ses responsabilités. Bon, la CAF vient de dire, vous nous inquiétez. À nous de lancer des signaux qui rassurent. Quel peut être l'apport des anciennes gloires comme vous pour la réussite de cet événement? Mais les anciennes gloires sont des visuels. C'est-à-dire que dernièrement, justement, après le chef passage des inspecteurs, le responsable, vous avez été reçu par le ministère des Sports. Oui, suite à la pression de la CAF, qui dit qu'il est inimaginable qu'on organise une CAN au Cameroun et qu'on ne voie pas les légendes du football camerounais. Ce sont des vitrines. C'est-à-dire que je prends un exemple. Le coach Ça veut dire qu'Ahmad nous aide quand même de temps en temps aussi. Non, pas qu'il nous aide, c'est juste une logique. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui est bizarre. Hein. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avocats, les avocats sont bien contents qu'on trouve un avocat camerounais.
Quand il a besoin de médecins, les médecins sont contents quand on trouve qu'on prenne un médecin camerounais. Quand on veut un ministre, les ministres sont bien qu'on trouve un ministre camerounais. Mais quand on veut un entraîneur camerounais, c'est là que justement les entraîneurs camerounais n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place, il n'y a pas un seul Camerounais qui est honnête, il n'y a pas un seul Camerounais qui est diplômé. Bon, nous avons un peu ce genre de... Prenez par exemple la photo de Roger Mila. C'est-à-dire, mettez-la à l'aéroport Racine Malem. C'est-à-dire qui incarne la CAN, par exemple. Que vraiment le Cameroun est bienvenu au Cameroun. C'est-à-dire, c'est ce que ça, il y a ce genre de symboles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vendre le football sans le footballeur. C'est-à-dire, c'est un non-sens. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils viennent, mais ils rencontrent des gens, on parle de foot, la CAN, etc. Ils ne voient pas un seul footballeur. Et je vous assure, moi j'aime bien utiliser ces termes-là. Les marins, seuls les marins entendent le bruit de la mer. C'est-à-dire que quand un footballeur parle de son domaine, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et il ressent des choses qu'un non-footballeur ne peut pas ressentir. Et parfois, ça va au-delà même du verbe. Il y a des sensations, il y a quelque chose, il y a des vibrations. Et c'est la raison pour laquelle il faut associer le footballeur à la chose du football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à l'Africa Foot, parfois on ne voit pas un seul footballeur. C'est-à-dire qu'on on arrive au ministère, la jeunesse et sport, on ne voit pas un seul footballeur. C'est ça le problème. Et l'autre football est correct. Mais c'est dû à quoi, coach? Mais c'est dû au fait que justement, il y a eu beaucoup de prédateurs aussi. Hein. C'est-à-dire que le football devenait un tremplin même politique. C'est-à-dire, imaginez tout. Il y a eu vraiment beaucoup de... Regardez aujourd'hui, par exemple, la Croatie, c'est un ancien footballeur qui est président de la fédération. Ça existe pas partout. Partout. Même en Afrique. Et là, je vous assure, c'est-à-dire, regardez quel gâchis. C'est-à-dire que des générations, des joueurs qui ont joué au haut niveau, on n'a pas passé les mêmes diplômes que les autres, que les Girez, les Tigana, etc. C'est-à-dire qu'on a été champion d'Afrique plusieurs fois. On a fait la Coupe du Monde. Vous demandez quoi encore? Et en plus, ça veut dire il faut qu'on saute sur les mines pour vous dire non. Et je vous assure, notre bonheur n'en dépend pas. C'est la raison pour laquelle on regarde. Nous regardons. Nous regardons. On veut servir, nous regardons, mais c'est pas un problème. Mais seulement, je vous assure, ne serait-ce qu'en tant que passionné de football, je veux que la CAN réussisse. Et c'est la raison pour laquelle ça m'embête un peu quand on soit dans cette situation. Travaillons et donnons des signaux pour que le monde, l'Afrique comprenne qu'on veut cette CAN et que nous sommes en train de nous préparer. Deux dernières réactions sur la question. Comment tordre le cou à cette rumeur, à cette polémique qui a cours dans les réseaux sociaux et dans les médias? La rumeur d'Amad, le retrait, ouais. Mais c'est se mettre au travail, respecter le calendrier. L'idée arriver en décembre, il va peut-être avoir 90% de réalisation. Et puis Amad ne pourra plus faire des sorties comme celle-là. La Coupe d'Afrique va se dérouler sans problème au Cameroun. Donc, y a-t-il vraiment une volonté d'Amad de retirer? Non, il n'y a pas une volonté. Amad a la volonté de réussir parce que ta compétition, parce que c'est lui qui a la compétition, c'est lui qui est l'organisateur de la compétition, c'est lui qui a la compétition. Le Cameroun va organiser, ça va se tenir au Cameroun, mais c'est la CAF, c'est une compétition de la CAF. Donc, il ne veut pas rater sa première compétition. Ça tient à cœur parce que ça va très très vite. Les mandats du quoi la CAF, c'est 4-5 ans. Et la prochaine séance, il aura Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça commence au Cameroun. Le tsunami peut continuer en Côte d'Ivoire. C'est les deux pays. On a presque les mêmes maladies. Donc, ça peut arriver aussi en Côte d'Ivoire. Et au prochain mandat, à la prochaine élection, on le met à la porte. Donc, il a intérêt à réussir sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun doit l'aider à réussir la première Coupe d'Afrique. Une minute pour Coris et puis pour Raoul. D'abord pour vous, Coris. Aller dans le même sens que Serge, il n'y a rien à faire. C'est à part travailler. Moi, je le dis toujours, éviter de rester dans les bureaux, sortir travailler. Deuxième chose, c'est qu'il faut communiquer en temps opportun et il faut à chaque fois informer, n'est-ce pas, que ce soit l'opinion nationale et internationale sur l'évolution des chantiers, sur l'évolution de ce qu'on est en train de faire. Il faut à chaque fois éviter que les rumeurs viennent d'ailleurs et qu'on réagisse plutôt. On doit apprendre à agir et non à réagir tout le temps. Et une fois de plus, effectivement, Bouba, il faut travailler, descendre tout le temps, tous les jours, même pendant les nuits, n'est-ce pas,
sur les chantiers pour voir comment les choses évoluent, bousculer les maîtres d'ouvrage et autres. Alors Raoul, le problème de copinage qui plombe l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations est un problème réel au Cameroun à résoudre si on veut vraiment gagner le défi de l'organisation de cette compétition. Oui, il faut la fermeté. Il faut la fermeté, il faut couper les têtes. Si on veut réellement réussir, oui, coach, il faut la fermeté parce qu'il y a eu beaucoup de complaisance. Il ne faut pas le faire après, hein, il faut le faire maintenant. Maintenant, pour que ça soit un signal fort. Autant je peux concéder à Serge que Ahmad veut réussir sa CAN, autant je peux également lui refuser qu'on n'inaugure pas un mandat avec des réformes aussi brutales, de faire un saut aussi quantitatif, de passer de 16 à 24 équipes. Et immédiatement, vous entamez une communication aussi agressive, telle qu'on a observé. Donc, on doit se mettre au travail avec beaucoup de fermeté si on veut réussir. Parce que la CAN, ce n'est pas seulement les stades. Les stades, Kamad nous attend en décembre. Si ces stades ne lui sont pas livrés, je pense que je lui concéderai de faire ses sorties incendiaires comme il veut. Mais mettons-nous au travail pour réussir. L'assiette technique, elle est assez large. Il y a l'hôtellerie, les routes, les hôpitaux, voilà. Donc, alors, il ne faut pas dormir sur nos locaux. Non, il ne faut pas dormir. Et le casting du Kokan même, c'est-à-dire que le casting du Kokan, on a raté le casting du Kokan. Il faut regarder partout où il y a une compétition de football ou une compétition de sport. Le président du comité d'organisation, c'est un sportif. L'Allemagne veut la Coupe d'Europe, la prochaine Coupe d'Europe en 2024. C'est Philippe Lam qui est déjà. On a dit Philippe Lam, il faut le mettre, qu'il prépare déjà. Donc, France, Platini. Oui, donc on a raté. On devait prendre une figure emblématique au Cameroun, mettre président du. C'est lui qui allait s'adresser à Ahmad. Ahmad allait avoir en face de lui cette figure emblématique. Et il y aurait moins de cinéma du côté d'Ahmad, donc on aurait la paix un peu ici au Cameroun. Merci coach. Un dernier mot? Non, c'était un plaisir. C'était un plaisir et bonne chance à Kluivert et à Seedorf. À Seedorf et à Kluivert et à notre équipe nationale. Merci cher monsieur d'être venu, Serge, merci. Merci à toi Raoul, merci à vous également Coris Kouyaté. On donne rendez-vous jeudi prochain à 21h30 pour une autre édition de Cœur du Sport. D'ici à la, gardez le sourire, bien le bonsoir.